Nous avons enfin découvert le véritable plan de Benjamin Netanyahou pour Israël, encore plus incroyable que ce que nous imaginions. Si l'avenir d'Israël vous inquiète, cet épisode est pour vous. Parce que tout, et je veux dire absolument tout, est sur le point de changer, mais pas du tout comme nous l'avions imaginé. Bienvenue dans l'émission Mirke sur JNS Télévision. Allons-y sans plus attendre, d'accord? Cette semaine, B a annoncé dans un communiqué une entente gazière majeure avec l'Égypte. 35 milliards pour être exact. Maintenant, en plus du fait que ce soit une somme énorme, c'est en réalité extrêmement significatif du point de vue géopolitique pour Israël et cela marque le début d'un changement tellement immense. Mais nous devons commencer par le début, comme nous essayons toujours de le faire. Parce que, sans le contexte, ce que je dis ressemble un peu à du carabia. Donc, jusqu'aux années 2000, Israël ne possédait aucune ressource en gaz naturel propre. Nous devions importer presque tout notre pétrole, charbon et carburant de l'étranger. Jusqu'en 1979, l'Iran était notre principal fournisseur de gaz. Ensuite, la révolution islamique nous a pris de court et a enseigné à Israël une leçon très importante, une leçon que nous essayons encore d'apprendre à ce jour. La dépendance à l'énergie étrangère est risquée, car elle peut être retirée à tout instant. Mais en raison du manque de nos propres ressources, nous étions en partie pieds et poings liés. Nous avons diversifié nos sources de gaz pour éviter la pénurie. Nous avons donc commencé à importer de nombreux autres endroits, comme le Mexique, la Russie et même la Norvège. La diversification paraissait une bonne stratégie face à des relations diplomatiques complexes. Aujourd'hui, dépendre d'autres pays pour des éléments essentiels de nos armes militaires est un vrai problème. S'ils ne nous aiment pas ou subissent des pressions pour ne pas nous aider, c'est nous qui en payons le prix. Cela finit par limiter Israël sur de nombreux sujets militaires et politiques, car le carburant est vital pour le pays. Ainsi, nous avons évité les pays où les conflits étaient plus visibles, comme au Moyen-Orient. Avec les accords d'Oslo, l'Égypte est devenue une source d'énergie possible. Ce n'est qu'en 2004, cependant, que nous avons commencé à recevoir du gaz de leur part. Pourquoi? Eh bien, en 2000, nous avons découvert un petit gisement de gaz. Le fait que nous en ayons un peu à nous était déjà très important, mais c'était loin d'être suffisant pour subvenir aux besoins du pays. Le charbon a été remplacé, mais nous dépendions toujours des autres, alors nous nous sommes tournés vers l'Égypte. En 2009, on découvre le champ gazier Tamar en Méditerranée, ce qui change tout. Il était assez grand pour fournir la majeure partie de notre électricité, rendant l'énergie bien moins chère pour le pays, ce qui est crucial. À l'époque, nous étions très pauvres et dépendions de l'aide de pays comme les États-Unis. Cette énergie, bien plus propre, a surtout réduit de façon significative, mais pas totalement, notre dépendance énergétique à l'étranger. En 2010, la découverte du gaz Léviathan a bouleversé la situation, étant l'une des plus grandes découvertes de gaz en mer au monde. Désormais, nous n'avions plus besoin d'autres pays pour notre énergie. Après des années de monétisation difficile et de construction de la plateforme gazière, de nombreuses complications politiques ont surgi. Nous avons commencé à exporter du gaz vers d'autres pays, comme la Jordanie et même l'Égypte, après en avoir longtemps importé de ce pays. C'était un grand changement, mais nous y reviendrons dans un instant. En Israël, cependant, cette découverte n'est pas venue sans complications. Les gens étaient furieux à cause des dégâts environnementaux que ce type d'excavation provoque. C'était une décision controversée de continuer à investir, surtout qu'il a fallu du temps pour la rendre rentable. Israël a toujours eu des difficultés avec ses ressources naturelles, surtout l'eau, rendant cette découverte particulièrement importante. Souviens-toi de la célèbre citation de Golda Meir. Moïse nous a fait traverser 40 ans de désert pour arriver au seul endroit du Moyen-Orient sans pétrole. Cela a mal vieilli. Il est intéressant de noter que la Jordanie, Israël et l'Égypte, bien que proches, ont des ressources naturelles très différentes. Pendant de nombreuses années, il semblait que l'Égypte avait été bénie avec les ressources énergétiques de la région. Évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui, sinon ils ne signeraient pas un accord avec nous. Pourquoi? Jusqu'aux années 2000, leur faible population et leurs réserves de gaz naturel leur procuraient un large surplus. Au début des années 2000, ils ont découvert davantage de gaz en mer et ont choisi de devenir de grands exportateurs pour dynamiser leur économie. La Jordanie et de nombreux pays européens sont devenus dépendants de l'Égypte pour sa position stratégique, Israël les rejoignant en 2005 grâce au gazoduc East Mediterranean Gas. 40% du gaz d'Israël était fourni par l'Égypte. C'était considéré comme faisant partie de notre accord de paix avec eux, une façon de renforcer les relations, une solution stable et à long terme, et la preuve de quelque chose qui deviendrait finalement un exemple montrant que la coopération économique pouvait surpasser la politique. Mais il y avait un petit problème avec cela, car l'Égypte ne savait pas vraiment comment gérer correctement ses ressources.
et en raison à la fois d'une explosion démographique, ce qui signifie une demande accrue de la part de l'Égypte elle-même et d'une demande de gaz, avec des demandes qui montaient en flèche ailleurs, ils ont rapidement rencontré un obstacle dans leur plan lorsque leurs réserves ont commencé à diminuer. Ajoutez à cela le véritable obstacle dans le plan, qui était le printemps arabe. Une série de manifestations pro-démocratie et anti-gouvernement ont fortement déstabilisé l'Égypte, largement soutenues par le mouvement pro-palestinien. Ce n'était pas seulement l'Égypte, c'était aussi d'autres pays arabes, les gazoducs qui reliaient l'Égypte et Israël, et donc, par défaut, aussi l'Europe, traversaient la péninsule du Sinaï. Et ce gazoduc a été saboté plus d'une douzaine de fois. En raison de la résistance politique, l'approvisionnement est devenu très peu fiable. Cela est aussi devenu une source croissante de tensions, surtout pour l'Égypte, car la population n'appréciait pas l'aide du gouvernement à Israël. Dans une victoire politique rapide, ils ont annulé l'accord qui nous fournissait la majorité de notre gaz, invoquant un différend commercial. Nous connaissons tous la vérité. Les prix de l'énergie ont vite augmenté en Israël, nous rappelant une nouvelle fois la dangerosité de la dépendance énergétique. Mais ce fut une bénédiction déguisée, car cela a permis de nous pousser à découvrir nos propres ressources. Lorsque nous avons découvert le gaz de Tamara, ce fut bien plus qu'un progrès financier. Cela a inauguré une percée en sécurité, nous permettant d'accéder à l'indépendance et de nous prémunir contre le chantage politique. Nos plateformes bénéficient d'une protection militaire importante, statu quo maintenu dans le pays jusqu'en octobre 2023. Pour comprendre le changement actuel que j'expliquerai dans un instant, regardons rapidement la Jordanie si vous vous êtes demandé pourquoi exactement. Nous avons connu des tensions avec la plupart des pays arabes voisins, mais la Jordanie est restée calme. Voici votre réponse. La Jordanie est l'un des pays les plus pauvres en énergie du Moyen-Orient et importe plus de 90% de son énergie, de leurs besoins en gaz. Les coûts de cela sont astronomiques et constituent une menace majeure pour leur stabilité. Pendant des années, ils dépendaient de l'Égypte comme Israël. Quand le pipeline s'est arrêté, ils ont aussi perdu l'accès au pétrole voisin, ce qui signifiait qu'ils devaient payer des prix très élevés, contrairement aux prix bas que l'Égypte leur accordait en échange de la stabilité politique. Lorsque Israël a découvert ces nouvelles ressources en gaz, la Jordanie a dû faire un choix. Continuer à ruiner son pays avec des prix exorbitants, des coupures de courant et de l'instabilité. Ou surmonter leur haine et différents politiques avec Israël pour survivre. En 2016, nous avons signé un accord gazier à long terme avec la Jordanie qui a débuté en 2020 et qui fournit 30 à 40% de leur gaz. Ils ont fait le bon choix. Ce n'est certainement pas un accord populaire, mais il n'a pas été annulé, même après le 7 octobre, et nos frontières avec eux sont restées essentiellement stables. Ce n'est pas un hasard. N'oubliez pas qu'une grande population palestinienne vit en Jordanie. Des escalades à la frontière auraient dû être normales. Et même si oui, nous avons eu quelques problèmes, dans l'ensemble, cela est resté plutôt calme. C'est parce qu'ils ne peuvent vraiment pas se permettre de nous affronter. Je dirais que j'ai énormément simplifié la relation géopolitique avec la Jordanie. Ce n'est vraiment pas aussi simple que ça. Nous avons une relation compliquée avec eux, mais elle reste pacifique. C'est pourquoi, quand Israël l'a compris, cette nouvelle ressource n'est pas seulement importante sur le plan économique, mais elle peut aussi être utilisée comme un énorme avantage politique et militaire face à des pays potentiellement ennemis. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous ne pouvons tout simplement pas faire une croix. Même si un traité de paix a été signé en 1994, l'accord avec la Jordanie reste commercial, mais les deux gouvernements savent qu'il est vital pour la survie jordanienne. Et donc, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que la relation reste stagnante. C'est ce que j'appelle un accord économique qui encourage réellement la paix. Et pendant un certain temps, je me suis demandé si nous verrions quelque chose de similaire avec d'autres pays. Il s'avère que je n'étais pas la seule. Et c'est le cas. Et comment? Revenons donc à notre histoire avec l'Égypte. En 2015, ils découvrent une nouvelle ressource gazière appelée Zohr. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour eux. Ou heureusement, selon à qui on demande. Ils comprennent qu'il faut une nouvelle solution. Alors ils signent un accord avec Israël d'une valeur de 15 milliards. Ce nouvel accord qui vient d'être annoncé est une extension de celui-ci. Déjà en août, il était en train d'être finalisé. La rhétorique anti-israélienne de l'Égypte, la mobilisation militaire à la frontière de Gaza et les menaces d'escalade ont amené Netanyahou à menacer de quitter l'accord. Discutons-en brièvement en raison des complications entre Israël et l'Égypte. Ils prévoient un accord gazier avec le Qatar, ce qui serait catastrophique pour Israël. Pourquoi? On attend de l'Égypte qu'elle soit un partenaire clé pour gérer Gaza. Qu'il soit redevable au Qatar ne sera pas bon pour Israël. En revanche, s'ils nous sont redevables, non seulement le Qatar aura moins d'influence, mais l'Égypte sera aussi beaucoup plus alignée sur les objectifs d'Israël pour Gaza. Évidemment, l'Égypte affirme que ce n'est pas le cas. Que pourraient-ils dire d'autre?
Mais ici, on s'attend à ce que cet accord devienne peut-être la mesure de dissuasion la plus forte à Gaza jusqu'à présent. N'oubliez pas, l'Égypte a facilité la reconstruction militaire du Hamas à Gaza tout ce temps. S'ils pensent ne pas pouvoir risquer leur relation avec Israël, cela pourrait ne pas arriver si facilement. Le contexte politique en Égypte est en réalité très complexe. Sisi a été élu en promettant de mettre fin aux pénuries d'électricité, responsable en grande partie de la chute du président précédent, mais il a aussi promis certaines mesures anti-israéliennes et en faveur de Gaza, ce qu'il essaie de gérer. Le problème, cependant, c'est qu'il a échoué sur la question du gaz et qu'il a un besoin urgent de résoudre cette crise. Acheter à Israël coûte presque 2 fois moins cher que le gaz d'autres sources. Mais cela leur permet aussi de reconstruire à court terme leur infrastructure pour redevenir le principal fournisseur de l'Europe. Ils recherchent donc d'importants investissements dans les énergies renouvelables et devraient atteindre environ 40 d'énergie renouvelable d'ici 2040, date de fin de l'accord en Israël. Quant aux détails de cet accord, nous exporterons jusqu'à 130 milliards de mètres cubes de gaz naturel du champ Léviathan vers l'Égypte, via un contrat à long terme jusqu'en 2040. Dès 2026, le gaz transitera par pipeline, utilisant l'infrastructure existante entre Israël et l'Égypte. Parce que nous n'avons pas encore vraiment l'infrastructure d'exportation, mais avec des extensions de capacité et des améliorations pour gérer plus de volume. Les fournisseurs sont Chevron, que beaucoup de gens n'aiment pas, NewMed, Energy et Ratio, tandis que les acheteurs égyptiens reçoivent le gaz pour une utilisation domestique et une éventuelle réexportation de gaz naturel liquéfié. Mais les détails techniques de tout cela ne sont en fait pas ce qui est important. Cet accord n'aide pas seulement Israël financièrement, avec des milliards de dollars revenant en Israël, ce qui n'est pas négligeable, car l'économie israélienne va bien mieux que prévu. Mais il devient de plus en plus cher de vivre ici et les coûts de la guerre ont été énormes. Une injection de liquidité est positive, mais cela va plus loin. C'est là que la plupart des gens se sont arrêtés, mais cela a une signification bien plus grande. Cela évite aussi une escalade militaire avec l'Égypte, ce que nous étions sur le point de voir, et c'est la dernière chose dont nous avons besoin. Cela nous permet d'avoir davantage notre mot à dire sur ce qui se passe ou ne se passe pas à Gaza, et cela fait de nous un acteur clé pour l'approvisionnement de l'Europe en pétrole du Moyen-Orient, l'un de leurs principaux fournisseurs. Ce que nous voyons maintenant, c'est une nouvelle ère, l'isolationnisme économique et la dépendance pour faire face aux changements dans la diplomatie. C'est une époque incroyable, le fruit du génie de Benjamin Netanyahou, dans laquelle Israël renverse complètement la façon dont nous fonctionnons. Jusqu'à présent, nous comptions sur la dissuasion, en espérant que la peur suffirait à tenir nos ennemis à distance, mais nous avons tiré notre leçon. Et maintenant, nous passons à la dépendance, militairement et économiquement. Nous ne supplierons pas d'autres pays de nous défendre, ce sera décidé par leur gouvernement. Ils verront qu'entretenir de bonnes relations avec Israël est essentiel à leur survie et leur profit. Dans son communiqué, Bibi a annoncé d'autres surprises à venir et évoqué une possible démarche similaire avec la Syrie. Ce qui est intéressant avec ce type d'accord, c'est qu'il ne s'agit pas d'un traité de paix officiel. Cela suscite l'indignation politique dans les pays arabes, mais c'est en réalité Israël. Résoudre les problèmes de ces pays pour qu'ils ne deviennent pas nos ennemis, tout en boostant l'économie israélienne. Le pipeline Blue Ramen avec l'Arabie saoudite en est un autre exemple. L'énergie, les données et Internet du Moyen-Orient arriveront en Europe via Israël, même si ce n'est pas du pétrole pour l'intelligence artificielle. L'Arabie saoudite est un pays qui pourrait ou non signer un accord de paix avec nous, mais elle tient beaucoup aujourd'hui à rester en relativement bons termes. L'Arabie saoudite et l'Égypte utilisent toutes les deux ces pipelines pour atteindre l'Europe, et il ne faut pas sous-estimer l'importance de cela. L'Europe, pour avoir accès au Moyen-Orient et à l'Asie, devra dépendre d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de nos relations diplomatiques avec eux? Vous voyez, en ligne, tout semble sombre et pessimiste, et il y a effectivement des éléments de cela en ce moment sur le terrain. La plupart des pays du monde sont capables de faire abstraction du bruit et de voir une vérité très simple. Ce qu'Israël a accompli ces dernières années est tout simplement miraculeux. Non seulement nous avons survécu contre toute attente, mais nous en sommes sortis plus forts et plus victorieux que prévu. Même économiquement, nous sommes maintenant la troisième économie la plus forte malgré la guerre. Penses-tu qu'ils ne se rendent pas compte que non seulement ils ne veulent pas être nos ennemis, mais qu'en réalité, ils devraient être nos amis? Je veux dire, rien qu'au niveau purement militaire, nous signons des accords plus importants que jamais pour la vente d'armes avec des pays comme l'Arabie saoudite et l'Allemagne, des pays européens.
Cette semaine, nous avons signé un accord de 31 milliards avec l'Allemagne pour fournir notre système de défense Arrow face aux craintes d'escalade russe. C'est le seul pays européen à qui nous avons vendu ce système et c'est notre plus grand contrat d'exportation de défense. Nous discutons aussi avec la Grèce et Chypre pour créer une force de réaction rapide en Méditerranée orientale. En raison de nos préoccupations communes sur la Turquie, la Grèce a déployé des missiles israéliens sur plusieurs îles proches de la Turquie. Mais ça, c'est pour une autre fois. On parle d'actes antisémites en Grèce, mais pas de cela. C'est le problème. La plupart de ces pays, bien qu'ils ne soient pas en guerre active, sont dans un état de désarroi total. Les choses s'effondrent très rapidement. Et tandis qu'Israël a passé 2 ans dans une situation très inconfortable, nous en sortons et nous réussissons vraiment à la reconstruire. Nous savons faire face au terrorisme et nous défendre contre l'ennemi. Nous avons créé un système incroyable et progressons économiquement, ce qui attire l'attention des autres pays. À court terme, cette guerre rend l'espoir difficile et nous fait ressentir fatigue et peur. Mais avec du recul, loin de Twitter et des soldats blessés, la situation est en réalité devenue très positive. L'Israël que nous connaissons aujourd'hui sera radicalement différent de l'Israël que nous verrons dans 10 ans. On me demande souvent comment je garde espoir. J'essaie de prendre du recul et d'observer la situation. Quand Bibi dit que le 7 octobre nous a donné une leçon et que les choses changent, c'était son plan. Devenir si forts économiquement que nous soyons incontestables, ce que je soutiens pleinement. Comprendre l'alternance entre la petite politique et les grands changements est essentiel pour nous. Quand je me concentre sur le court terme, ça fait peur, mais quand je regarde sur le long terme, nous sommes en route vers la grandeur. Prenez un instant pour apprécier ce que Bibi a fait pour nous, tout ce qu'il a traversé en restant concentré sur l'objectif. La guerre n'est pas encore terminée, même s'il fait des déclarations qui ressemblent étrangement à ce que ce soit son intention. L'escalade avec le Liban s'intensifie et le sommet Trump-Bibi mènera sans doute à un nouvel Iran, alors que les capacités de missiles balistiques augmentent. C d'Égypte devrait aussi assister à un sommet sur ce sujet pour marquer cette annonce majeure. Mais toutes ces escalades sont temporaires et de bonnes choses arrivent. L'état profond s'effrite à cause du 7 octobre, notre force devient plus évidente aux yeux du monde, également grâce au 7 octobre, et notre économie sera encore plus florissante qu'elle ne l'est actuellement. Très bientôt. Ce sont des temps historiques et passionnants et je suis reconnaissante d'avoir cette direction, Dieu, et de vivre dans un pays désormais à l'avant-garde de cela. Être un pays occidental qui sait se défendre, vaincre ses ennemis et être fort dans sa quête de la paix. Je suis Iraka et je vous dis à la prochaine fois.